Je vous ai parlé de pas mal de gens dans le format VTech, des gens qui ont eu des existences incroyables, des gens qui ont fait des choses incroyables, mais voilà, on a passé l'été et maintenant vous vous ennuyez, vous vous dites oui mais Sylvain ne nous trouvera jamais des histoires qui vont nous faire vibrer autant qu'elles nous ont fait vibrer, non? Sylvain il nous a déjà tout raconté, il nous a raconté le Dieselgate avec peut-être la plus grosse arnaque de l'histoire de l'automobile. Je ne suis plus surpris de rien maintenant. Là vraiment pour que Sylvain m'impressionne, il faudrait qu'il me présente quelqu'un avec une histoire mais rocambolesque. C'est le seul mot qu'on peut mettre, rocambolesque. Imaginez si aujourd'hui je vous racontais l'histoire de quelqu'un qui est rentré en guerre contre l'industrie de l'automobile américaine. Quelqu'un qui avait décidé de lancer sa propre marque et qui allait révolutionner le monde de l'automobile. Juste là déjà l'histoire elle est intéressante, mais attends, je t'ai pas raconté la fin. Il est possible qu'à la fin la personne dont on va parler ait fini par vendre de la poudre de perlimpinpin dans l'espoir de sauver son entreprise de la faillite et qu'il soit fait attraper en 4K Full HD 60 FPS. Bon j'exagère un peu, c'était pas du 4K. Mais il s'est vraiment fait attraper. Et cette histoire, c'est celle de John DeLorean. Bon, attention les gars, c'est un riff de blues en scie. Pour les changements, vous me regardez et vous essayez de me suivre, d'accord? On parlait de Carlos Ghosn il y a pas longtemps qui s'était caché dans une boîte pour éviter les policiers qui voulaient lui mettre la main dessus. On n'a pas parlé de John DeLorean, hein. Ça fait des années que je vous parle de gens foufous dans l'automobile, hein. Il y en a eu sur cette chaîne. Hein. Aujourd'hui on va parler d'une voiture que vous connaissez tous. Alors il y en a pas beaucoup des voitures comme ça que tout le monde connaît. Quand je dis que tout le monde connaît, c'est tout le monde connaît. On va parler de la Michael Jackson des voitures. Même en cherchant, j'arrive pas à trouver de voiture aussi connue que la DeLorean. Tu sais, la voiture qui vole, qui va dans le futur. Futur qu'on a dépassé depuis bien longtemps. Pauvre, tu es vieux. Mais pour mieux comprendre comment cette voiture est devenue iconique, il faut d'abord qu'on revienne sur son créateur, John DeLorean. John Zachary DeLorean est né le 6 janvier 1925 à Détroit. Et on a commencé il y a 3 secondes, il y a déjà une anecdote. John DeLorean ne s'appelle pas DeLorean. Non. En fait, le nom DeLorean est une américanisation de leur nom d'origine. Et là, tu te dis, c'est bon, il a balancé son anecdote. Paf! Nouvelle anecdote! Quand John DeLorean a modifié son nom, il était censé le modifier en DeLorean, en un seul mot. Mais si vous regardez bien comment ça s'écrit, il y a une majuscule. Et retenez bien cette anecdote parce qu'on va y revenir juste après. Je vais la faire assez rapidement, mais l'enfance de John DeLorean est une catastrophe. Voilà, tout simplement. Enfin, il y a un moment, on peut dire les termes, hein. En fait, le père de John DeLorean est quelqu'un d'alcoolique et violent qui tape régulièrement sur sa femme et ses enfants. Ça va vous? Mais malgré tout ça, John DeLorean va plutôt bien s'en sortir parce qu'il est super intelligent. Et évidemment, le truc qui est commun à toutes les personnes que j'aborde dans ce format, John DeLorean devient dans ses jeunes années un passionné de bagnole. Il trouve que la bagnole c'est trop cool et il va en faire son métier. Et c'est comme ça qu'en 53, John DeLorean deviendra ingénieur automobile. Et il fera sa première expérience chez Packard. Il est assez peu probable que vous connaissiez la marque automobile Packard, c'est normal, c'est mort depuis environ 5 siècles. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une marque automobile américaine qui, en vrai à l'époque, est plutôt stylée en fait. Ils font des grosses voitures, des gros moteurs et ils ont une réputation franchement solide. Anecdote, ils ont eu en 1919 le record de vitesse terrestre. Ça vous donne à peu près l'ambiance qu'il y avait chez Packard et justement, de la performance, ils en manquent un peu. En fait, on est au début des années 50 et la marque Packard va pas très bien. Spoiler, ils sont morts en 58, mais t'inquiète. Dans les années 50 aux États-Unis, il y a un vrai changement qui se fait sur les bagnoles. Elles grandissent, elles grossissent, elles deviennent plus confortables, plus sécuritaires, plus puissantes, plus performantes. Et même si on peut pas parler de révolution, en vrai on n'en est pas si loin. Tous les concurrents commencent à avoir des voitures performantes et Packard ils ont du mal à suivre cette évolution technologique. Et à l'époque pour avoir de la performance c'est pas très compliqué, soit t'as un énorme moteur plein de chevaux, soit t'as une transmission qui est efficace. Et justement chez Packard ils ont identifié un problème. Autant leur moteur ça va, en termes de performance ils sont globalement équivalents à ceux des concurrents. Mais en termes de boîte de vitesse, oh là là. La norme aux États-Unis en termes de boîte de vitesse à cette époque-là, c'est automatique. Il n'a jamais été question de mettre une boîte manuelle, mais genre mais vraiment jamais. Hein. Le problème concret qu'a Packard à cette époque-là, c'est que leurs boîtes auto sont pourries. D'un côté, tu te dis ça va, c'est juste une histoire de boîte de vitesse qui est pas terrible. Oh là, t'as pas compris ce que c'était les boîtes auto des années 50, attends. On parle de boîte automatique de l'époque qui comporte 2 voire dans le grand luxe 3 rapports. J'ai jamais d'ailleurs vraiment compris le concept d'avoir une boîte automatique avec
2 vitesses. Genre c'est si compliqué que ça de changer un rapport. Et surtout quand tu vois la gueule de la boîte automatique, waouh! Eh ben j'espère que t'es pas pressé, hein. Autant il y a des trucs que j'arrive à vous expliquer ou dans les essais que j'arrive à vous transmettre. Mais alors vous expliquer à quel point une boîte automatique des années 50 c'est pourri, là je sais pas comment faire. J'ai pas d'idée là. En gros c'est avoir comme une immense boîte pleine de semoules qui vole 80% de la puissance du moteur, qui passe des vitesses de façon aléatoire de temps en temps. Paf! Oh t'as gagné une 3, bah super! Et le tout avec un délai d'environ 5 semaines. C'est-à-dire quand t'appuies, il se passe rien. Encore une fois, je te dis, faut pas être pressé. Et justement, chez Packard, ils commencent à avoir un vrai problème avec ça. Parce que les concurrents commencent à trouver des solutions. Et t'as beau avoir tous les chevaux que tu veux, si ça passe pas dans la boîte automatique, ça sert strictement à rien. John DeLorean va donc rentrer dans l'équipe qui sera en charge de rendre ces foutues boîtes automatiques performantes. Et il va y arriver. Et le bon travail que va accomplir John DeLorean chez Packard va lui valoir en 56 d'être recruté chez Pontiac. Peut-être que John DeLorean est maudit, mais figure-toi que les deux marques automobiles qu'il faut au début de sa carrière, les deux sont mortes. Et si aujourd'hui Pontiac est une marque morte, à l'époque c'est une marque qui a vraiment de la gueule. C'est une marque vraiment sympa, mais un peu vieillissante. Exactement comme Packard. D'ailleurs, l'anecdote un peu marrante, c'est qu'il s'est fait recruter chez Pontiac parce qu'il avait bien bossé chez Packard, en apportant des innovations qui se révéleront être ultra pas fiables. C'est drôle parce qu'il a déposé des brevets qui finalement seront abandonnés par Packard, parce que c'était super pas fiable. Mais hey, arrêtez d'être mauvaise langue, c'est pas le moment. Vous le saurez après, vous verrez. Et John DeLorean va être recruté chez Pontiac avec une mission: rendre la gamme jeune. Et John DeLorean a la solution, il sait comment rendre la marque Pontiac plus sexy en y mettant un énorme V8. On parle d'un truc qui s'est passé il y a 80 ans et j'adore le concept que la recette était exactement la même qu'aujourd'hui. Tu veux rendre une voiture sexy? Mets-y un énorme V8 qui va super vite. Ok, super Sylvain, la solution était toute simple et s'ils ont recruté John DeLorean, c'est parce qu'ils savaient pas faire des V8. Si. Pontiac à cette époque sait parfaitement faire des moteurs performants, c'est pas le problème. Alors pourquoi ils le font pas? Ils se plaignent d'avoir une gamme vieillissante, ils ont les moteurs pour faire des voitures qui plaisent aux jeunes et ils le font pas. Et ils le font pas parce que c'est interdit. En fait, les dirigeants de Pontiac à cette époque-là sont contre le concept de faire des voitures performantes. À l'époque, ils ont vraiment une sorte de charte, ce que doit être une Pontiac. Tu sais, il faut qu'elle respecte un petit peu l'esprit de la marque Pontiac. Et c'est bien marqué dedans que les Pontiac ne sont pas des voitures performantes. Sauf que là, on a un problème. Les jeunes de l'époque veulent des voitures qui bombardent. Et Pontiac interdit les voitures qui bombardent. Et pendant plusieurs années, John DeLorean essaye. Il essaye de faire des modèles plus sexy. Il essaye de faire des voitures qui plaisent aux jeunes. Mais les dirigeants veulent toujours pas. Alors il va tenter, par plein de moyens détournés, de rendre la marque plus sympa. Ils auront quand même à l'époque 2-3 slogans un peu sympas. Mon slogan préféré restant, je cite, on ne peut jamais vendre la voiture d'un vieil homme à un jeune, mais on peut toujours vendre la voiture d'un jeune homme à un vieil homme. Ouais, c'était les années 50. Et à ce moment-là de l'épisode, on va commencer à se rendre compte de deux trucs. La première chose, c'est que John DeLorean, il a du charisme. Le mec est grand, beau, bien carré, une dégaine de folie, et quand il parle, bah, t'as un peu envie de l'écouter. Tu sais, il te fait rêver. John DeLorean, il a un nom qui claque. Tu sais, le nom DeLorean, avec la majuscule. Anecdote, mais c'est à cette époque-là que John DeLorean va rajouter cette fameuse majuscule dans son nom. En fait, il a trouvé que ça faisait un peu plus chic et que ça appuyait son propos de s'appeler DeLorean. Moi, c'est John DeLorean. Si vous voulez une anecdote dans l'anecdote, DeLorean en roumain à la base, ça veut dire des prairies. Bonjour, je suis Jean de la prairie. Et avec sa bonne gueule et sa tchatche, John DeLorean va réaliser un hold-up. À l'époque, Pontiac interdit de faire des voitures performantes, c'est pas possible. Tu ne peux pas mettre un énorme V8 dans un petit modèle. Sauf que John DeLorean, il a envie de mettre un V8 dans un petit modèle. Sauf qu'il a pas le droit. Mais il a envie de le faire. Mais il a pas le droit. Mais il a envie de le faire. Alors il va trouver un moyen. Il va pas créer une voiture performante qui sera vendue à la gamme à côté de toutes les autres. Non. Il va prendre une voiture qui existe déjà dans la gamme, c'est-à-dire la Pontiac Le Mans, et créer un kit performance. Et c'est comme ça qu'en 64, John DeLorean va mettre au point le pack GTO. Anecdote, le GTO vient directement de Ferrari. Tu sais, les 250 GTO, Gran Turismo, Homologato, et bah il a juste copié. J'avoue que j'ai pas compris parce que d'habitude, Ferrari, c'est des fous de la propriété intellectuelle. Tu copies une Ferrari, t'es mort. C'est un peu le Nintendo de la bagnole en termes de propriété intellectuelle, c'est des malades mentaux. Sauf qu'à l'époque, John DeLorean, il en a rien à foutre. Qu'est-ce qu'il en a rien à foutre? Au pire, il aurait pu prendre GTO et pas trop s'en vanter, tu vois, que ça fasse le pont, mais que ça soit pas trop clair. Non, il va dire dans toutes les interviews qu'il s'est inspiré du GTO de Ferrari. En avoir rien à foutre à ce point, pardon, je trouve ça exceptionnel. Ok Sylvain, c'est bien gentil, y a quoi dans ce pack GTO? Et bah vous allez être surpris de savoir qu'il y a un énorme V8. La Pontiac Le Mans de base est motorisée avec un 600 lignes qui fait à peine 100 chevaux. V8 6 litres 4, 330 chevaux. L'idée elle est toute simple, c'est tu prends la pauvre Pontiac Le Mans qui a rien demandé à personne et d'en faire un missile. 3 carbus double corps, 330 chevaux, boîte méca, châssis préparé, la caisse elle
tue. Avec son pack GTO, John DeLorean a transformé une pauvre voiture qui a rien demandé à personne en voiture qui arrache tout. C'est un peu drôle à dire, mais à cette époque-là, la Pontiac GTO devient l'une des voitures les plus performantes du marché, chez l'une des marques la plus triste du marché. C'est exactement comme si demain Dacia te sortait un pack AMG sur sa Sandero, avec un V8 4 litres biturbo 600 chevaux et que tout le monde commence à voir flou. C'est exactement au centimètre près ce qui s'est passé. Lorsque la Pontiac GTO sort en 64 sur le marché, c'est un tremblement de terre. Genre les autres constructeurs, ils voient flou. Tu sais, ça commence à pas aller fort, tu commences à tituber, normal. T'as le vieux au fond de la pièce qui dort toute la journée, qui vient de te sortir un missile, mais ça va pas, mais ils sont fous. Ils ont pété un boulon chez Pontiac. Oui, oui, le boulon il s'appelle John DeLorean. Mais il est bien pété, t'inquiète, hein. Genre ils ont volé un nom, mis un moteur bien trop performant pour une voiture qui avait vraiment rien demandé, et ils ont sorti ça en se disant bon, c'est pas grave. Ah, parce qu'elle est vendue avec les chaussures. Papa, reviens là, toi, tu croyais pas que t'allais t'en sortir sans les anecdotes? Et si encore ça s'arrêtait qu'à la voiture, ça irait. Attends, il y a le marketing qui allait avec. En fait, vu que la direction était pas d'accord avec ce que voulait faire John DeLorean, il est possible qu'ils aient sorti le pack performance un peu en loose day. Il est possible qu'ils aient envoyé des packs performance directement chez des concessionnaires pour que les gens les voient et les réclament. Parce qu'une fois que la voiture elle est visible publiquement et que les clients la demandent, la direction, tiens, comme ça, bah ils peuvent plus retirer la voiture de la vente, puisque tous les concessionnaires en demandent. Allez, pensez. J'avoue que le move est un peu couillu quand même. C'est littéralement une prise d'otage, mais c'est super malin. Et quand ils ont vu que de toute façon le mal était déjà fait, ça y est, la clientèle est au courant, la presse commence à en parler, Pontiac va décider de jouer sur le truc. Ils vont te balancer une dose de pub à peine croyable, avec des slogans tous à côté de la plaque. Vous avez déjà entendu l'expression avoir un tigre dans le moteur? Pontiac GTO. Le montage de la pub est exceptionnel, je vous laisse voir cet effet spécial, mais alors d'une qualité, je sais pas, quand ils ont vu ça à la télé à l'époque, ils ont dû se dire ah bah incroyable, il y a vraiment un tigre dans le moteur, c'est pas possible, ils ferment le capot, il y a un tigre, la voiture à la vente, bah alors c'est fou, super, j'en achète une. Et ça s'arrête pas là. Personnellement, j'adore la pub qui dit achetez-en une avant d'être trop vieux pour comprendre, droit au but. Et ils ont même accompagné le lancement de la voiture d'un parfum Pontiac GTO, j'en veux un. Pontiac GTO Cologne for Men. Oh, l'eau de Cologne GTO. Comment tu dois sentir mauvais. Je n'ai aucune idée de ce que peut sentir un parfum Pontiac GTO. Tu sens quoi? L'huile, l'essence, le cambouis. Et si tu pensais que le parfum c'était chouette, attends, t'as pas vu les chaussures. Ils ont sorti des chaussures Pontiac GTO en partenariat avec une marque. D'ailleurs, il y avait une Pontiac GTO à gagner si t'achetais les chaussures, mais bref. Avec la semelle qui s'adapte à la forme de la pédale de la Pontiac GTO pour avoir un grip maximal sur les pédales. C'est du génie. C'est pas compliqué. Je ne veux plus jamais être pieds nus de ma vie. Je veux en permanence des chaussures Pontiac GTO aux pieds. Et figurez-vous que cette stratégie va marcher de fou. Pontiac avec la GTO va connaître un vrai succès. Mais alors quand je vous dis succès, c'est succès. Et même plus que ça, puisqu'en inventant le concept de mettre un énorme moteur dans une petite voiture, John DeLorean va inventer la muscle car. La personne qui a eu l'idée de la mode des muscle cars américaines est John DeLorean. Ça fait à peine 10 ans qu'il travaille, c'est son deuxième job et le mec a révolutionné l'histoire de l'automobile. J'avoue, c'est un peu la classe. Voilà, c'est un peu stylé, oui. Combien de personnes dans l'histoire de l'automobile peuvent se vanter d'avoir inventé un segment? Et attention, hein, t'as pas inventé le segment du monospace, hein. John DeLorean va concevoir d'autres modèles pour Pontiac, mais en 69, c'est la consécration. John DeLorean est promu à la tête de Chevrolet. Dit comme ça, Chevrolet, on s'en fout un peu, je vous rappelle qu'en 1969, c'est la plus grosse marque du groupe General Motors. C'est la plus grande marque d'un des plus grands groupes automobiles du monde, et il est promu à la tête de cette marque à seulement 40 ans. Ça devient le directeur le plus jeune de l'histoire de la marque. On se rend pas compte, mais à cette époque-là, ce qu'a fait John DeLorean, c'est fou. C'est une ascension fulgurante qu'on va voir apparaître à d'autres endroits, notamment à Hollywood. C'est un peu cocasse à dire, mais en fait, en prenant plein de postes et plein de grades, John DeLorean va commencer à être un peu connu. On n'est pas sur le même cas de figure, mais à ce moment-là, John DeLorean, c'est un peu le Bernard Tapie américain. Il est beau, il est grand, il a du charisme, il s'exprime bien, il commence à avoir des apparitions à la télé et aussi à Hollywood. Il va tellement commencer à fréquenter le show business et les caméras qu'à un moment, John DeLorean va passer par la chirurgie esthétique. L'anecdote est moitié drôle, moitié dégueulasse parce qu'à un moment, il s'est fait poser des implants en métal dans la mâchoire pour avoir une mâchoire carrée. Non, c'est dégueulasse. Non, si, c'est bon, c'est dégueulasse. Et il va même commencer à fréquenter des stars du cinéma, notamment celle qui deviendra sa femme, Kelly Harmon. Alors, Kelly Harmon, normalement, personne ne sait qui c'est. Mais si je vous dis que c'est la sœur de Gibbs de NCIS, là,
normalement vous voyez. En fait, on dirait que j'invente des phrases et que je les colle entre elles, mais non, ça a vraiment existé. John DeLorean s'est marié avec la sœur de l'acteur qui est Gibbs dans NCIS. J'adore les anecdotes. À noter qu'ils vont pas rester très longtemps ensemble puisqu'après il va se remarier avec un mannequin. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais NCIS atroce. Ah bah j'ai vu le dernier épisode de NCIS, bah putain. Comment c'est nul. Tu sais le bateau qu'il construit dans son garage là pendant toutes les saisons au début, c'est le bateau, comment tu vas faire pour le sortir? Il apparaît 10 secondes, il explose, c'est fini. Pardon, excusez-moi, je me suis un petit peu trop impliqué dans cette histoire, on va en rester sur John DeLorean, d'accord? Et si John DeLorean est nommé à la tête de la marque Chevrolet en 69, c'est pas pour rien. À cette époque-là, Chevrolet traverse une période très difficile, notamment à cause de la Corvair. Mais si, la Chevrolet Corvair, je vous en ai parlé dans un épisode sur les voitures les plus dangereuses. Et bah John DeLorean, il arrive pile là-dedans. En fait, Chevrolet enchaînait les modèles pas terribles et se traîne une image catastrophique depuis cette fameuse histoire de Corvair. Pour ceux qui ont la flemme d'aller voir l'épisode complet dédié à cette voiture qui est dispo sur la chaîne, en gros, la voiture se retournait toute seule. Si t'avais le malheur de faire un certain type de virage avec la voiture, elle pouvait se retourner et t'es mort. Fait intéressant, mais Chevrolet est la première marque dans laquelle John DeLorean s'implique qui n'est pas morte aujourd'hui. Et une anecdote, c'est une anecdote, moi je vous la donne. Sauf que John DeLorean n'aura pas beaucoup le temps chez Chevrolet, puisqu'en 72, c'est-à-dire 2 ans et demi après sa nomination, il devient vice-président de General Motors. Peut-être que vous vous rendez pas compte de l'impact de la phrase que je viens de vous dire, mais General Motors aux États-Unis, c'est l'une des plus grosses entreprises. C'est un truc de fou furieux. Je dirais pas qu'être vice-président de General Motors fait de toi le vice-président des États-Unis, mais en vrai, pas si loin. Quand John DeLorean est nommé vice-président de General Motors, c'est un peu comme s'il devenait une sorte de Jeff Bezos moderne. À ce moment-là, il devient une personnalité mondialement connue. Ce qu'on a oublié, parce qu'il y a eu l'histoire du film avec la voiture qui court vite, il y a eu l'histoire du moment où il s'est fait attraper par le FBI, on y arrive, mais globalement, à cette époque-là, le mec est au prime. Et ça va très vite changer. On saura jamais vraiment ce qui s'est passé, mais même s'il rentre en 72 vice-président de General Motors, il en sortira en 73. En fait, il a fait qu'un an là-bas. Et genre, il part pas pour aller ailleurs. Non, il démissionne. Sans aller nulle part. Les seules choses qui sont sorties dans des interviews à la télé, c'est que John DeLorean, en gros, il aime pas General Motors. Non, ça y est, ça a saoulé. Alors, remarque, il a fait toute sa carrière là-bas, mais d'un coup, il a découvert que ça lui plaisait plus. Bon. À un moment, il déclarera même qu'un salaire de 650 000 $ par mois ne suffirait pas à le faire rester dans l'entreprise. Parce que déjà, un salaire de 650 000 $ par mois, aujourd'hui, c'est pas mal, hein. 650 000 $ par mois en 1973, c'est l'équivalent de 4,7 millions de dollars d'aujourd'hui. Ah bah tiens, elle est là, ça tombe bien. Mais tu vois, je l'ai changé de place, je savais que ça servirait. Ce mec a refusé un salaire de quasiment 5 millions de dollars par mois. Parce qu'il aime pas General Motors, ça le saoule. 5 millions par mois? Non, ça me fait chier. Est-ce qu'il a pété un boulon? Ça y est, le mec n'est plus sur Terre, le mec n'est plus rattrapable, je sais pas. Mais en 73, John DeLorean est officiellement au chômage. Certains proches de John DeLorean diront qu'il est parti de General Motors car il était en profond désaccord avec les valeurs de l'entreprise. Je cite, il trouvait que la boîte manquait d'éthique. C'est vrai que juste après l'histoire de la Corvair, qui rappelez-vous faisait des tonneaux gratuitement parce qu'ils ont oublié de mettre un caoutchouc à 1 $, peut-être qu'effectivement il y avait des progrès à faire. Il a aussi été dit qu'il en avait marre des vieux patrons qui comprenaient rien ou encore des personnes qui s'attribuaient ses mérites alors qu'ils avaient rien fait. Mais globalement, pour vous donner l'idée, John DeLorean part de General Motors un peu en guerre. Construire des voitures pour les autres, c'est bien beau. Ça y est, ça fait 20 ans qu'il fait ça et il connaît. Maintenant, John DeLorean a un projet, faire sa voiture. J'aime beaucoup le concept que fabriquer sa propre voiture est un truc qui revient très régulièrement dans le monde de l'automobile. Horacio Pagani, par exemple, qui fabriquait des pièces de carbone pour Lamborghini, qui à un moment on a eu marre et s'est dit je vais faire mes caisses. Michel Hommel, du meneur de l'automobile, qui finira par fabriquer sa berlinette Hommel. J'ai l'impression que c'est un truc qui est ultra répandu dans le monde de l'automobile. T'as quelqu'un qui va faire une carrière de fou furieux. Au moment où il a 1 centimètre d'être au prime, le mec quitte tout et fabrique sa marque de voiture juste pour lui. Bon, 3 coups sur 4, ça flop. 99 coups sur 100. Voilà. Partons de ce principe-là. Et on arrive en 75 avec un John DeLorean qui a été dégoûté de l'industrie automobile américaine. Il veut faire sa voiture, la voiture, une caisse qui fera rêver tout le monde. Une caisse qui va révolutionner le monde de l'automobile. Et je sais que je vous dis ça à chaque épisode, mais pour le coup, je déconne pas, c'est vraiment son objectif. Et c'est en 75 que John DeLorean monte DMC, la DeLorean Motors Company. Après toute une carrière brillante dans l'industrie automobile, John DeLorean est prêt. Il va fabriquer sa voiture, la DeLorean. Vous avez jamais trouvé ce nom bizarre dans Retour à le futur, la DeLorean? Mais c'est parce que c'est la voiture de DeLorean, c'est la DeLorean. Ça
sa voiture de rêve. Et pour ce premier prototype, attention parce qu'il a pas fait les choses à moitié. Sa voiture, la voiture qui va révolutionner le monde de l'automobile, s'appellera la DMC-12. DMC pour DeLorean Motors Company et 12 pour le prix auquel elle était censée être vendue, 12 000 $. Et John DeLorean avec sa DMC-12 va arriver avec plein d'idées. En gros, le concept c'est de faire une voiture qui est mieux partout, en toute modestie évidemment. Par exemple, les voitures américaines de l'époque sont reconnues pour être peu sécuritaires. Alors en plus, je vous dis ça alors qu'il sort de Chevrolet qui commercialisait une voiture qui littéralement faisait des flips. La DMC-12 sera bien au-dessus de ça. Le prototype prévoit déjà des zones de déformation, ce qui pour l'époque est plutôt novateur. Aujourd'hui, les zones de déformation, c'est un standard, évidemment qu'on ne peut plus sortir de voiture qui ne se déforme pas. En 75, une voiture qui se déforme à l'impact et qui sauve les gens qui sont à l'intérieur, incroyable. Et niveau technologie, ce sera la même chose puisque la DMC-12 embarquera un ordinateur de bord. Waouh! Ordinateur de bord, c'est un truc qui t'affiche ta conso. C'était il y a 50 ans, d'accord? Et la voiture embarquera même un système anti-vol, encore une fois pour l'époque, c'est pas mal. Les voitures américaines sont reconnues pour pas tenir la route, la DMC-12 sera conçue en partenariat avec Lotus et son ingénieur phare, Colin Chapman. Colin Chapman, on en parlera un jour plus en détail, mais en gros, il a créé dans les meilleurs châssis du monde, notamment celui de la Lotus Esprit. Et la DMC-12 reprendra des solutions éprouvées de la Lotus Esprit. Et qui dit bon châssis va dire bon moteur, puisque John DeLorean ne voit rien d'autre qu'un moteur rotatif. Vous savez déjà que ça va partir en couille, évidemment. Je vous ai fait un épisode complet il y a pas très longtemps sur le moteur rotatif. Et en vrai, si je vous l'ai fait, c'est parce que j'avais justement cette histoire de DeLorean dans la tête. Quand on se remet dans les années 70, le moteur rotatif, c'est en théorie le moteur du futur. Quand John DeLorean annonce un moteur rotatif dans sa DMC-12, les gens, ils étaient comme ça. Waouh, la voiture, elle va avoir le moteur du futur. Spoiler, c'était l'idée catastrophique, mais à l'époque, l'annonce fonctionne. Et pour compléter cette fiche technique qui, pour l'instant, sincèrement, commence à donner envie, la voiture devra être magnifique. Et c'est pour ça que John DeLorean va pas passer par quatre chemins, puisqu'il va appeler l'un des papes du design automobile, Giugiaro. Vous avez peut-être pas la ref, mais Giugiaro, c'est l'un des plus grands designers de l'histoire automobile. Non, mais tranquille, hein. Il a dessiné pour Bugatti, pour Alfa Romeo et même pour Renault, ce qui a fait la Renault 21. Gandini qui a fait la Countach a bien fait la Citroën BX, alors ça va, c'est bon. Hein. Marcello Gandini, Marcel Gandin en français, Giorgetto Giugiaro aura carte blanche avec la DMC-12 pour créer un dessin exceptionnel. Et il va y arriver. Lorsque le premier prototype sort, la voiture est magnifique. Alors premier degré, je la trouve encore exceptionnelle. Hein. On est 50 ans après, la voiture est toujours superbe. Et ce design sera appuyé par deux gimmicks que vous connaissez forcément. Déjà ces incroyables porte-papillons qui transforment la voiture en merveille. Alors ça ne sert à rien, c'est nul. Et quand tu vois ce que va donner la voiture finale, c'est presque ridicule qu'elle ait porte-papillons. Regarde la porte-papillon, incroyable. Quand tu roules, tu peux faire ça. Waouh! Monsieur DeLorean, mais évidemment que je des porte-papillons. Passez le bonjour à Flavio. Et enfin, le point dont je me retiens de parler depuis le début, le truc qui fait que la DeLorean, elle est incroyable. Le truc qui fait que la DeLorean a marqué l'histoire, la carrosserie en inox. L'une des plus grosses faiblesses des voitures américaines de cette époque, c'est la rouille. Toutes les voitures américaines vendues à cette époque-là sont connues pour être des nids à rouille. Vous vous rendez peut-être pas compte à quel point c'était un délire. Genre, tu la regardes un peu trop longtemps, elle rouille. Tu peux la voir rouiller à vue d'œil. Hein. Et quand je vous dis qu'à cette époque, John DeLorean était en guerre éthique contre les constructeurs américains, c'est notamment à cause de cette fameuse rouille. Le truc, c'est qu'en 75, on avait déjà les solutions pour faire en sorte que le métal ne rouille pas. On savait faire, on était déjà allé sur la Lune. Sauf que du métal qui rouille pas, c'est du métal qui coûte cher. Et les constructeurs américains, ils avaient la flemme. Je vous rappelle que les constructeurs américains de l'époque étaient prêts à économiser quelques dollars, même si les gens mouraient dans leur voiture. Alors une carrosserie qui rouille pas, mais t'es un malade, toi. Et c'est pour ça qu'avec ce prototype de DMC-12, John DeLorean ne tombera pas dans ce piège. Sa voiture ne rouillera pas. Mais genre dans le sens jamais. Genre à vie. Genre inoxydable. Et alors, je suis super d'accord, le look est exceptionnel. Et c'est une idée de merde. On va le voir juste après, mais la carrosserie en inox, c'est l'un des trucs qui a coulé la marque. Tous les choix n'ont pas été bons. J'ai super envie de vous raconter la fin, mais pour l'instant, je vais vous garder un peu de mystère. On est en 75 et le prototype DMC-12 fait un carton. L'une des personnalités les plus influentes du monde, les plus charismatiques, qui a démissionné d'une des plus grosses boîtes du monde pour créer sa marque et une voiture de folie. Et quand il présente le premier prototype, il est incroyable. Tout le monde est tombé de sa chaise. L'annonce de la DMC-12 au 75 est un peu à comparer par exemple avec celle du Cybertruck il y a quelques années. Vous vous rappelez pas quand tout le monde parlait de ce putain de Cybertruck? Les gens n'avaient que ça en tête. À la DMC-12 en 75, c'était pareil. L'une des plus grosses annonces de son époque. Alors en vrai, chez la concurrence, ça a un peu commencé à chier dessus. Premier degré, là, ça a commencé à avoir les pétoches. Et même si après ce premier prototype très réussi, ça commence à prendre forme, il reste encore beaucoup de chemin pour que John DeLorean arrive à vendre la voiture réellement. Et il va manquer à John DeLorean deux choses. Une usine pour fabriquer sa voiture
voiture et de l'argent. Des kilotonnes d'argent, des mégatonnes d'argent. Trop pour rien, non mais toi tranquille. Genre à tout hasard, 100 millions de dollars. Et on est en 75, hein. 100 millions de dollars, ça tape. Hein. Bonjour, alors moi c'est John DeLorean, j'aimerais fabriquer ma caisse, il me faudrait 100 millions. Pas tout à fait 100 millions, en réalité c'était 106 millions. Mais bon, à ce moment-là, j'ai envie de dire, tu les comptes même plus finalement, 6 millions. Monsieur, il me reste 6 millions, je vous le mets avec. Bon bah ça me fait plaisir, bah mais je vous en prie. Et ces 106 millions, John DeLorean va les trouver, je sais pas qui l'a su pour obtenir autant d'argent, mais John DeLorean en 76 va obtenir 106 millions. Et il va les trouver en Irlande, plus exactement à Belfast. L'histoire est un peu lunaire puisque John DeLorean va rentrer en contact avec le gouvernement britannique et avec directement Margaret Thatcher, John DeLorean, et aller discuter en 1v1 avec Margaret Thatcher pour lui soutirer 106 millions de dollars. Et il va y arriver. Je sais pas comment il a fait. On peut pas lui enlever que c'était un homme visiblement très convaincant. Ça, alors c'est sûrement les implants dans la mâchoire. Le gouvernement britannique de l'époque va passer un deal avec John DeLorean. En échange des 106 millions de dollars qui lui manquent pour lancer son activité, John DeLorean va s'engager à fabriquer son usine à Belfast, en Irlande. Pour remettre un tout petit peu de contexte, mais à l'époque en Irlande du Nord, c'est la guerre civile. Guerre civile, tu pourrais déjà dire que c'est un peu un bourbier. Si je vous dis en plus que cette guerre civile est motivée par une guerre de religion... Je vous la fais extrêmement courte, mais à cette époque-là en Irlande, il y a une guerre entre les protestants et les catholiques. Il y a des mots que je peux pas prononcer sur YouTube pour des raisons de censure, mais globalement, c'est des trucs qui pètent dans tous les sens. Et puis quand il y en a un qui va faire exploser l'autre, et ben en conséquence, il faut exploser les autres, et puis ils font tous exploser. L'ambiance à cette époque était explosive. C'est pour ça que je vous dis que tu vois, l'accord, tu le remets un peu en perspective. D'un côté, t'as 106 millions, tu peux lancer ton activité, t'as gagné le jackpot, et de l'autre, bah tu t'installes littéralement au milieu d'une guerre. Sauf que John DeLorean, il en a rien à foutre, il veut fabriquer sa voiture. Et même s'il faut aller s'installer au milieu d'un champ de bataille pour réaliser ça, et bah il va le faire. Et c'est comme ça que John DeLorean va accepter l'accord et fabriquer son usine en plein milieu de Belfast. Il y a plusieurs anecdotes assez intéressantes sur cette installation en Irlande, notamment le fait qu'il s'est installé dans une ville qui était à plus de 80% de chômage. L'idée du gouvernement à cette époque-là, c'est qu'il partait du principe que si les gens se foutaient autant sur la gueule, c'est parce qu'ils avaient que ça à foutre. Donc s'ils sont employés, ils ont plus le temps de se taper dessus. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué quand même. Et dans ce fameux accord que John DeLorean va accepter, il devra engager 2500 ouvriers locaux, dont la moitié catholique et la moitié protestant, qui, je vous rappelle, ne peuvent pas se voir sans se taper et qu'on va mettre dans la même usine. Y a que moi qui vois le problème ou pas? Pour le coup, ils ont pris certaines dispositions, notamment le fait que l'usine était littéralement coupée en deux. Alors c'est pas une blague, mais t'avais un côté de l'usine pour les catholiques et un côté de l'usine pour les protestants. L'idée c'était de faire en sorte qu'ils se croisent jamais pour éviter qu'ils se battent dans l'usine. Imagine, ça va arriver. À tel point qu'à un moment, l'usine va prendre feu. Let's go, on fabrique des voitures ou pas? Allez! Et déjà qu'on part d'un postulat qui est assez compliqué, ça va aller beaucoup plus loin. Les 2500 ouvriers qui vont être employés dans cette usine ne sont absolument pas qualifiés pour fabriquer une voiture révolutionnaire. On parle quand même d'une voiture qui va être très performante, avec des solutions incroyablement innovantes à son époque, et les gens qui vont être impliqués dans la construction ne savent pas faire. Tu ne peux pas demain t'improviser ouvrier d'une entreprise qui fabrique une voiture si compliquée à faire. C'est normal. Il y a un autre point que je vais essayer de dire de façon assez polie, mais disons que l'Irlande à cette époque-là est plutôt influencée par la bière. Tout le monde picole de ouf. Et c'est comme ça que l'usine va interdire à ses employés l'alcool sur le lieu de travail, ce qui va donner lieu à des grèves. Les mecs ils arrivent, ils ont envie de se taper dessus. T'arrives à calmer tout le monde, ils se tapent plus dessus. Ils savent pas faire, alors t'essayes de leur expliquer. Sauf que quand t'essayes de leur expliquer, ils t'écoutent pas parce qu'ils sont bourrés. Donc t'interdis la bière au boulot, mais quand t'interdis la bière au boulot, ils viennent plus bosser. Et si déjà tout ça vous suffisait pas, John DeLorean va avoir encore plus de problèmes. Je vous rappelle que la voiture utilise des solutions innovantes, donc ils vont devoir s'adresser à des fournisseurs un peu particuliers, des fournisseurs qui seront nombreux et très chers. On estime aujourd'hui que la DMC-12 faisait appel à l'époque à plus de 120 fournisseurs de pièces différents. 120 fournisseurs. T'imagines que même les pièces de carrosserie en inox ne venaient pas d'un seul fournisseur, t'avais plusieurs fournisseurs en fonction des pièces. À un moment, faut choisir, tu fabriques une voiture ou un puzzle? Évidemment que ça va mal se passer. Et John DeLorean va arriver très vite, mais alors très vite, à court d'argent. Alors je suis d'accord, on vient de lui donner 106 millions. Et bah figurez-vous que les 106 millions, pouf, disparu. Il y a de l'argent qui a été dépensé, on le voit, dans l'usine, dans les salaires, dans les pièces de la voiture, d'accord. Mais quand tu fais le compte, il n'y a pas les 106 millions. Et pourtant, les 106 millions ne sont plus là. Où est passé l'argent, John? Le projet pouvait déjà sembler un peu bourbier. Et tu pouvais te dire, il n'y a pas besoin de se rajouter des difficultés. Mais on parle de John DeLorean. John DeLorean, je vous rappelle que c'est un petit malin. Ce que je vais vous dire n'a jamais été prouvé, ne tient que de témoignages qui figurent dans les livres de l'époque. Mais
Mais il s'avère que John DeLorean aurait peut-être monté un moyen de détourner de l'argent avec ce bon vieux Colin Chapman. Après avoir un peu farfouillé dans les documents, on trouvera assez vite que John DeLorean avait une société au Panama. Oups! La boulette! Ce qui me fait d'autant plus rire, c'est qu'aujourd'hui l'Irlande est reconnue comme un paradis fiscal. T'avais même pas besoin d'aller au Panama en fait, tu restais sur place et puis ça suffisait. John DeLorean et Colin Chapman à l'époque ont monté un système de double facturation. En gros, ils facturaient les prestations 2 fois, dont une des prestations était payée à une de ses holdings au Panama. Disons que dans les 106 millions que lui a donné, John DeLorean a peut-être eu l'idée d'en garder 1 ou 2 pour lui, 3 ou 4. Tout ça pour vous dire que l'affaire de John DeLorean commence à sentir l'embrouille, mais genre vraiment l'embrouille. Et John DeLorean est à court d'argent et il faut qu'il trouve des moyens de faire re-rentrer de l'argent. Alors il va avoir une idée de génie dans le sens super conne. John DeLorean va commencer à vendre ses DMC-12 à ses futurs concessionnaires, c'est-à-dire les gens qui seront chargés de les revendre, alors que les voitures n'existent pas. En gros, il commence à se faire avancer de l'argent, ce qui est la meilleure technique pour couler une boîte. Sauf que ces concessionnaires qui ont acheté les voitures en avance vont commencer à mettre la pression. Ça fait quand même quelques années qu'on les a payés et on les a toujours pas vus. Et la pression des concessionnaires va devenir tellement forte que les voitures vont finalement être envoyées. Peut-être un peu trop vite. Nous sommes en 1981 et John DeLorean n'a plus le choix. Il a des dettes de partout, des concessionnaires qui lui mettent la pression, et il n'a qu'un seul choix, livrer les voitures. On s'en fout de comment elles sortent, on s'en fout de à quoi elles ressemblent, il faut qu'elles sortent. Il faut juste qu'elles sortent. Et c'est en 81 que la DMC-12 atteint enfin les concessionnaires. Ça y est, la voiture est sortie. Elle est là, elle existe. Elle là, ça y est. Après tant d'années à défier l'industrie automobile américaine, John DeLorean y est arrivé et pourtant il en a connu des merdes. Hein. Des émeutes, des grèves, des usines qui brûlent, des créances impayées, mais ça y est, il a réalisé son rêve. La voiture existe. Vous vous doutez bien que vu tous les problèmes que John DeLorean a affrontés, la voiture est peut-être un poil différente de ce qui avait été promis. Vu qu'il fallait absolument sortir la voiture, John DeLorean a opté pour certaines solutions un peu moins prestigieuses. Vous vous rappelez du moteur rotatif dont je vous ai parlé à l'instant, qui devait sortir entre 250 et 350 chevaux, 130 chevaux. Entre le début du projet en 75 et la sortie finale de la voiture, il s'est déroulé 7 ans. 7 ans pendant lesquels le moteur rotatif s'est révélé être une très mauvaise idée. En plus de ça, dans cette même période, les normes de pollution américaines sont devenues vraiment drastiques. Et si tu rajoutes en plus de ça que John DeLorean n'a plus un seul rond, et ben il a dû choisir le moteur qui restait. Un bon vieux V6 PRV. V6 PRV qui est un moteur français, messieurs dames. Pas mal, non, c'est français. Cette voiture là, qui est incroyable, qui a une gueule de folie, est motorisée par un V6 français. Je vous parlerai un jour en détail du fameux V6 PRV qui elle aussi a été une aventure catastrophique. Mais bref, c'est pas le sujet, une catastrophe après l'autre, d'accord? Mais en 81, le seul moteur qui répondait à tous les critères, certes un peu pourris, de John DeLorean, c'était le V6 PRV. Qui en soi est pas horrible, ça va, y a pire. À part qu'il fait 130 chevaux. C'est un truc qui a été dessiné par un mec qui faisait des Ferrari. C'est une voiture qui a un châssis dérivé d'une Lotus. Et elle est animée par un moteur de 130 chevaux. Ça devait être une concurrente des Porsche 911, une concurrente des Corvettes équipées de V8, et ça sera finalement un truc de 130 chevaux. 0 à 100 en 10 secondes 5. Il y a des Scénic diesel qui font mieux. À vrai dire, je dois reconnaître que j'ai fait cet épisode uniquement pour cette anecdote, mais la voiture de Retour vers le futur, la DeLorean, qui je rappelle, une fois qu'elle a atteint 88 miles par heure, fait des flammes par terre tellement elle va vite, elle traverse le temps, littéralement, mais quasiment 20 secondes pour atteindre les 88 miles par heure. 88 miles par heure, c'est 140. C'est très long, très long. Alors je sais que tout le monde croit que la voiture est super rapide à cause du film, c'est pas vrai. Et encore, vous allez me dire, s'il y a que ça va, ça se travaille. Le V6 PRV, il a pu être performant dans certaines configurations. Vous vous rappelez la carrosserie en inox ou pas? La carrosserie en inox, qui sur le papier est exceptionnelle, se révèle en fait être une horreur. Mais une horreur. Alors si personne ne fait ça, sauf le Cybertruck, mais bon, il n'y a même plus besoin d'expliquer pourquoi, c'est pour une très bonne raison. En 81, lorsque la voiture est livrée au concessionnaire, la carrosserie en inox n'apporte que des problèmes. C'est vrai que ça rouille pas. On ne peut pas lui enlever, la carrosserie en inox ne rouille pas. Oui, elle se tache au soleil. Hein, ça te fait des espèces de grandes auréoles sur la carrosserie qui sont, et c'est le deuxième problème, irrécupérables. L'inox brossé à cette époque ne se répare pas. Si ta DeLorean est rayée, mais une toute petite rayure, hein, c'est fini. T'es obligé de changer le panneau en entier. L'anecdote que j'aime bien, c'est que sur les premières séries, si tu mets tes doigts un peu gras dessus et que tu nettoies pas immédiatement, tes doigts ils restent. C'est-à-dire que la voiture, elle garde des traces de doigts
à vie. Et évidemment, les fameuses porte-papillons exceptionnelles, hein. Vu que les voitures ont été livrées très vite, elles n'ont pas eu de contrôle qualité, c'est-à-dire que certaines voitures ont été livrées avec les portes qui s'ouvrent pas. C'est pas une blague. Certains concessionnaires, lorsqu'ils reçoivent les voitures en 81, se plaignent de ne pas pouvoir rentrer dedans. Comme les portes sont mal ajustées et que personne à l'usine ne sait comment les mettre, tu fermes la porte, elle se décale, tu la rouvres plus jamais, fini. Personne te la volera, c'est l'avantage. Ah oui, je vous ai dit qu'ils travaillaient sur un système d'antivol, alors c'est réussi. Et vu la quantité de problèmes qui arrivent sur les voitures, forcément, ça va tourner au vinaigre. Pour votre anecdote, mais l'une des premières apparitions à la télé de la DeLorean en 81 est une apparition où les portes ne s'ouvrent plus. Disons que ça va être un petit peu compliqué. Et tous les potentiels acheteurs qui se disaient intéressés pour acquérir un véhicule disparaissent. Tous. Mais alors, waouh, l'envolée, tu vois, ça fait pouf. Je m'attendais à un truc de fou furieux, je m'attendais à être John DeLorean. Je mets 10 secondes et demie pour atteindre 100 km/h. Fin 81, l'entreprise DMC brûle 17 millions de dollars par mois. C'est la merde. Et pour faire rentrer plus d'argent, John DeLorean va décider de vendre ses voitures encore plus chères. La DMC 12, qui porte le 12 pour 12 000 $, va finalement être vendue 25 000 $. Après, Jaguar a bien sorti une XJ220 qui fait pas 220 miles. Malgré cette situation catastrophique, on peut reconnaître qu'ils ont quand même essayé plein de trucs, notamment de vendre une DeLorean en or. Alors, ce n'est pas une blague, mais il a existé à la fin de l'année 1980 une DMC 12 en or. Ils ont fait une opération avec la banque American Express pour leurs clients qui possédaient la carte Gold. En fait, si tu avais la carte Gold, tu pouvais acheter une DMC 12 plaquée or 24 carats. 2 exemplaires. N'a pas été un grand succès. Et c'est en février 82 que DMC est placé en redressement judiciaire. La boîte n'a plus d'argent et va devoir licencier plus de la moitié des salariés pour tenter de survivre. Ici encore, il y avait que ça. Alors, j'insiste vraiment sur les guillemets parce que le que ça, putain, moi ça m'empêcherait de dormir la nuit. Je rappelle qu'il est parti d'un des postes les plus prestigieux du monde et il se retrouve quelques années plus tard avec des centaines de millions de dollars de dettes. Il se retrouve avec le gouvernement britannique qui lui réclame des comptes. Et à ce moment-là, John DeLorean est au fond du trou. C'est le downfall ultime. Il lui reste plus rien. Et c'est à ce moment-là de l'épisode que j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour accomplir votre rêve? Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire si vous étiez dans la situation de John DeLorean? Dans l'année 82, John DeLorean va être approché par un bon ami à lui, qui s'avère avoir quelques connexions avec la farine colombienne. Il est possible qu'un de ses potes fasse passer de la farine en douce aux États-Unis. Oui. Vous avez pas ça dans votre carnet d'adresse, vous. Et je vous rappelle que John DeLorean a besoin de beaucoup d'argent et qu'il est prêt à tout et que dans les années 80, le business de la farine rapporte des millions de dollars. Je vous résume, mais en gros, le fameux pote de John DeLorean peut lui mettre la main sur 100 kilos de farine. 100 kilos, hein. C'est 100 kilos de farine qui, à l'époque, ont été estimés à 24 millions de dollars. John DeLorean a trouvé la solution à ses problèmes, elle est juste là. Il lui suffit d'acheter 100 kilos de farine, de les revendre à la bonne personne et hop, 24 millions. Allez, ok, c'est un peu interdit, ça va. Et vous avez bien entendu, mais c'est comme ça que John DeLorean va devenir trafiquant. On est parti d'un mec qui était ingénieur dans les boîtes automatiques, qui est devenu vice-président de General Motors et qui finit trafiquant. C'est comme si je te disais qu'on avait attrapé Jeff Bezos à vendre du crack à Porte de la Chapelle. C'est impossible ce qui se passe. Et pourtant, ça s'est passé. Et ce qui aidera John DeLorean à prendre la décision, c'est que ce fameux pote, James Hoffman, est un super pote, un mec de confiance, un type comme ça, qui est agent du FBI. Et oui, la boulette. Son super pote de toujours, en qui il a super confiance, est en fait un agent infiltré du FBI. Quand je vous dis que l'histoire est incroyable! En fait, à la base, ce fameux pote, James Hoffman, a approché John DeLorean pour les histoires de soupçons de détournement d'argent. Bon, finalement, il lui mettra pas la main dessus pour détournement d'argent, mais pour trafic de poudre. Alors, et là, je vois parfaitement. Vous êtes sur votre canapé, vous êtes assis en train de dire non, mais Sylvain, il nous raconte n'importe quoi, il invente des histoires. Ça n'a jamais existé, il n'y a pas de vidéo qui existe de ça. Si. Le fameux pote de John DeLorean va monter, avec l'aide du FBI, un piège. Il va donner un rendez-vous à John DeLorean dans une chambre d'hôtel où va se dérouler le deal. John DeLorean va échanger de l'argent contre de la poudre et va ainsi sceller le deal qui a été filmé. Il s'est fait attraper en Full HD 60 FPS comme un noob. Alors je vous mets les images, elles sont incroyables, mais ils échangent les mallettes. Ils prennent une petite coupe de champagne parce que pourquoi pas, on vient de faire un super deal après tout et hop, ça sort les menottes. Il y a des séries Netflix qui ont des scénarios moins intéressants que cette histoire. J'adore les anecdotes, j'adore ce format, j'adore l'automobile, tout est incroyable. John DeLorean échange la marchandise contre l'argent et John DeLorean devient alors instantanément un trafiquant. Comme si ça suffisait pas, cette scène sera diffusée
diffusé à la télé américaine, au JT, c'est pas une blague. Ce qui vaudra à John DeLorean de devenir l'ennemi public numéro 1. Le downfall de John DeLorean est un putain de toboggan. Il a fait oui. Pour votre anecdote, mais en août 84, John DeLorean sera acquitté. Oui, il a été acquitté de cette histoire, même si ça a été filmé, il est acquitté. En fait, le truc, c'est que les avocats de John DeLorean vont prouver que c'était un piège. Et en fait, aux États-Unis, tu ne peux pas obtenir la culpabilité de quelqu'un si tu lui tends un piège. C'est comme ça que John DeLorean va être acquitté. D'un côté, il est acquitté, donc il est coupable de rien, entre guillemets. Dans les faits, ouais, il va prendre une sauce. Alors déjà, les frais de son procès s'estimeront à plusieurs dizaines de millions de dollars. Mais surtout, l'entreprise DMC ayant fait faillite en emportant beaucoup d'argent, les huissiers vont lui prendre tout. D'ailleurs, j'ai une anecdote un peu rigolote, mais John DeLorean va se faire saisir une propriété qui sera vendue à Donald Trump, qui en fera un golf et qui possède toujours. J'adore le concept où l'un des golfs de Donald Trump est une ancienne propriété de John DeLorean. Cette anecdote ne te servira jamais à rien. Tu pourras jamais la ressortir, elle va même sûrement disparaître de ta tête dans 10 minutes, mais alors putain, qu'est-ce qu'on a rigolé. Évidemment, après tout ça, John DeLorean va totalement disparaître des radars, et il mourra en 2005 dans une indifférence quasi générale. L'un des mecs qui était le plus haut dans le ciel et qui voulait révolutionner l'automobile finira oublié de tout le monde. Je vais finir cet épisode avec quelques anecdotes, puisqu'en réalité, l'histoire s'est pas tout à fait arrêtée là. Déjà, même si l'entreprise a fait faillite en 82, certaines DeLorean DMC-12 sont bien immatriculées en 83. En fait, il restait des modèles quasiment assemblés et l'entreprise avait tellement de dettes que certains créanciers ont décidé de les finir pour les vendre. C'est pour ça que certaines DeLorean sont sorties après que la marque soit morte. C'est pour ça que si vous avez une DMC-12 de 83, vous avez une pépite. Pour l'autre anecdote, mais ils ont aussi essayé de peindre certains modèles. Certains modèles sont sortis peints en rouge parce qu'ils essayaient de les vendre dans les pays très chauds, comme les Émirats par exemple, puisque l'inox vieillissait très mal au soleil. Spoiler, ça a pas marché. Mais évidemment, l'anecdote que vous attendez tous, l'anecdote qui fait que vous êtes là. Retour vers le futur. En 85 sort le film Retour vers le futur, qui, comme vous le savez, est un carton. Carton qui est dû déjà parce que le film est incroyable, mais aussi et un peu grâce à la DeLorean. Anecdote cinéma, je me diversifie un peu, mais à la base, dans Retour vers le futur, ils devaient utiliser un frigo. Sauf que les producteurs avaient tellement peur que des enfants s'enferment dans des frigos qu'ils ont décidé de transformer le frigo en voiture. Sauf qu'il fallait trouver une voiture qui soit à l'image du doc, une voiture de savant fou, une voiture totalement incongrue qui sort du futur, la DMC-12. Évidemment que la voiture d'un savant fou qui voyage dans le temps ne peut être autre qu'une DMC-12. Quand tu connais l'histoire et le contexte, la DeLorean s'impose naturellement comme la voiture du film. Il pouvait rien avoir d'autre comme voiture. Si la DeLorean n'avait pas eu cette histoire, probablement que la DeLorean n'aurait pas été dans le film. Et je trouve ça passionnant. Pour l'anecdote, plusieurs personnes dans les dernières années ont essayé de faire revivre la marque DeLorean. Déjà en 2011, ils ont essayé de faire une DeLorean électrique, ça a pas marché. Puis en 2016, ils ont essayé de refaire une DeLorean moderne thermique, ce qui n'a pas marché non plus. Et enfin en 2022 a été présenté le prototype Alpha 5. En gros, c'est une réinterprétation moderne de la DeLorean. Ça a pas marché non plus. Et c'est comme ça que s'est terminée l'incroyable aventure de John DeLorean. J'espère que vous avez apprécié découvrir cette histoire. Personnellement, je me suis régalé. Rassurez-vous, des anecdotes comme ça, j'en ai plein. Pensez à vous abonner, commenter, le petit pouce et on se retrouve jeudi prochain, 18h15 pour une nouvelle vidéo. Et puis, gros bisous! Booster. Il me faut Tarinormex vite parce que je suis en stream dans 10 minutes là. Tarinormex, pitié, c'est le dernier qui me manque. Ah putain, il est pas dedans.